cette pandémie présente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réinventer, réinitialiser le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il était d'ailleurs avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à ce moment-là, avec le prince Charles à l'époque, maintenant roi, et avec d'autres têtes du WEF, Christine Lagarde et autres. Bref, donc c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous écrit, qu'il veut digitaliser le monde et que sa 4e révolution industrielle, il la voit comme une fusion de l'identité numérique, biologique et physique. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette interview avec Chloé Framery qu'on recevra dans quelques instants. Elle est enseignante de mathématiques, journaliste indépendante, militante résistante en Suisse. Elle a écrit un ouvrage, La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020. Déjà, ça fait 5 ans. Alors sans éditeur, en auto-édition, on vous en dira un peu plus. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Et c'est grâce à nos lecteurs qu'on peut vous proposer des contenus en accès libre comme celui-ci. Le dernier numéro disponible en kiosque est sur nexus.fr, le numéro 159. N'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on continue notre travail indépendant. Et pour tous ceux qui veulent venir pour les 25 ans de Nexus, la grande soirée au théâtre du Gymnase. Voilà, prenez vos places, les billets partent très vite. C'est une grosse soirée exceptionnelle avec des invités que vous adorez. Il y aura des conférences, il y aura un one-man show du Docteur à l'Ouest et un cocktail dînatoire. Voilà, tout pour se réunir et faire la fête jusqu'au bout de la nuit. C'est le 5 septembre prochain. Le lien est dans la description. Et je pense qu'on verra notre chère Chloé lors de cette grande soirée. Je pense aussi, il y a de grandes chances pour que je sois là. Oui. Bonjour Chloé, merci d'être venue déjà jusqu'ici. Merci Marc de m'avoir reçu pour la 2e fois cette année. Deuxième fois, on a fait notre interview précédemment en janvier dernier. Ouais. J'étais un peu plus fatiguée, de 42 heures d'interview. Oui. Juste avant, j'ai fait quelques petites erreurs durant l'interview que peut-être que je rectifierai. Pas de souci, en tout cas, c'était très intéressant. On a parlé du World Economic Forum et de d'autres institutions qui ont leur boîte postale, leur building en Suisse pour la plupart. À Genève, dans ma ville. À Genève. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu es là-bas. Et je suis née là-bas. Donc, je vis là-bas. Tu as vu pulluler ces entités qui, après, font la pluie et le beau temps en Occident, entre autres. Gavi, le World Economic Forum, il y a qui d'autre? Il y a l'OMS, il y a l'ONU, il y a l'OMM, Organisation mondiale de la météo, OMC, du commerce, OIT, du travail, etc. Il fait aussi bon vivre que ça en Suisse pour qu'ils viennent tous là-bas? Alors au niveau bon vivre, je ne sais pas, mais au niveau fiscalité, je pense qu'il y a certains avantages. Puis il y a un aéroport pas trop loin. Ça doit aider. Et des banques. Et des banques pour aller se bunkériser. Je crois que c'est les banques les plus solides du monde. Il y a des bunkers souterrains. Alors il y a des bunkers souterrains un peu partout en Suisse et notamment depuis 2019, il y a eu, on était avec les Gilets jaunes, on a rencontré quelqu'un qui fabriquait ces bunkers. À ce moment-là, ça m'avait alerté que les milliardaires ou les millionnaires de Suisse se fabriquent des bunkers pour se cacher en cas de catastrophe. C'est pas rassurant quand nos élites veulent se réfugier sous terre. Bon, moi j'ai pas de bunker encore. Non, moi non plus. Toi non plus. Non. Bon, peut-être que si tu vends des millions d'exemplaires, tu pourras te payer un bunker. C'est pas mon rêve en fait de me faire construire un bunker. Advienne que pourra. Ouais, c'est chiant de se dire que l'avenir ça va se faire sous terre si jamais c'est le. C'est pas comme ça que j'envisage mon avenir en tout cas. Bon, en tout cas là-dedans, tu nous partages un peu ta vision du monde. À la fin. Une partie de ta vision de l'avenir, mais surtout beaucoup de constats sur ton parcours, sur les années élites, critiques, les années Covid. Voilà, je dis un peu pêle-mêle comme ça le chapitrage. Ça commence sur ton parcours, les chemins militants, les chemins à l'école, ton parcours aussi à travers ton lien avec Dieudonné. Dieudonné, l'homme au short. L'homme au short, on verra dans le livre. Je le réserve pour les lecteurs. Pourquoi je l'appelle l'homme au short? Il est souvent en short, c'est vrai. On le voit souvent en short. Francis Lalanne, frère de cœur. La chasse aux complotistes est ouverte 2020. Le pass à tout prix 2021. On oublie tout ça. Enfin libre 2022. Enfin libre pour quelques temps, entre guillemets. Licencié pour un ananas. Tu nous en diras un peu plus après. Le film Covid, totalitarisme helvétique. Tentative politique. C'est vrai que tu as eu un petit parcours deux tentatives majeures en Suisse. Tu nous très intéressantes, très formatrices en tout cas. Le Monde selon Klaus Schwab. Oui, on voit que. Et oui, c'est sa ville. The Great Reset, ouais.
Et puis enfin, ce dernier chapitre, mon monde idéal, que tu nous partageras. Alors déjà, pourquoi avoir appelé cet ouvrage La Suisse au cœur Alors La Suisse au cœur m'a été inspirée juste après notre interview, rappelle-toi, en janvier, qui avait eu lieu juste après donc, la tentative de record du monde des 42 heures d'interview. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il n'a pas été validé, qu'on va le refaire l'année prochaine, parce qu'à la 30e heure, on a fait une pause de 6 minutes Une pause quoi, pour au les lieu toilettes de 5 minutes. Ah oui, il y a Chaque heure, on avait le droit à 5 minutes et Mais on a qui fait 6 définit ces minutes. C'est règles le Guinness. Ah d'accord, vous avez sollicité le Guinness. Oui, Guinness, c'était un record du monde. Et on va le refaire en janvier Ça prochain existe dans le encore, même ça, hôtel. le Et oui, Guinness ça existe toujours. Ah, j'avais quand j'étais petit, tu sais, le grand bouquin. Bien sûr, avec on l'a tous vu, ce gros livre, ce gros annuaire avec tous les records. Et on a prévu d'ailleurs de faire un record, parce que Steven adore les records du monde. Il essaye de se surpasser souvent, de bains glacés, de bains froids en octobre. Une interview dans un bain froid. Ça va plaire à Wim Hof et à Thierry Casasnovas. Moi j'aime beaucoup cette philosophie, j'aime beaucoup ce personnage. C'est l'hormèse. C'est la loi de l'hormèse, exactement. Le corps qui se rééquilibre et qui s'habitue à des chocs qui lui permettent de se renforcer en fait. Alors il faut que ce soit court et voilà, dans un cadre. Oui, il ne faut pas que ce soit délétère. Une heure de bain santé, froid, bien sûr. c'est pas bon. Mais on s'entraîne là tous les jours, douche froide le matin et le soir, je trouve que c'est pas mal. L'ayant testé quelques jours d'affilée pour faire vraiment l'expérience par moi-même, ça booste l'immunité. Absolument. Donc pour revenir au titre, alors La Suisse au cœur. J'y ai pensé. Je pense le lendemain de notre interview, la nuit qui a suivi notre interview, c'était le 14 janvier qu'on s'était vu. Je me suis dit, il faut un titre court, qui n'en dise pas trop non plus, qui soit assez large et qui résume mon action militante, résistante et en même temps tout l'apprentissage que ça m'a apporté toutes ces années de militantisme depuis 13 ans maintenant. Et La Suisse au cœur, c'est une partie du titre de ma vidéo sur Gavi, tu sais, celle qui avait fait beaucoup parler d'elle, plus de 2,5 millions de vues. Pourquoi elle avait devant Gavi, devant l'Alliance Gavi, qui parlait de l'implication de Bill Gates dans la stratégie vaccinale mondiale et de son financement de cette alliance. Donc Gavi, c'est quoi déjà Gavi ? Global Alliance for Vaccines and Immunization, donc c'est l'alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, qui a été créée par Bill Gates et qui a été adoubée au Forum économique mondial en janvier 2000, en janvier 2000, donc ça a 25 ans. Et Gavi donc, a été aussi cofondé par l'OMS, la Banque mondiale, UNICEF et également par Google, Coca-Cola, ils ont de l'argent. TikTok, Visa, Mastercard. Donc des choses qui n'ont absolument rien à voir avec les vaccins. On se demande bien pourquoi, et j'en parle dans le livre. Et donc cette vidéo, je l'avais appelée Covid-19, la Suisse au cœur des décisions mondiales. Et je me suis dit, c'est un peu long comme titre, mais si je prends juste La Suisse au cœur, titre à compléter, au cœur des organisations internationales, au cœur des montagnes, dans mon cœur aussi, parce que j'y suis née, parce que c'est mon pays d'adoption. Tu restes attaché à la Suisse? Je reste attaché à la Suisse, bien sûr. Ce gouvernement mondial qui ne dit pas son nom, qui s'est infiltré dans le territoire suisse. De la même façon que toi, tu restes attaché à la France. On est attaché à nos racines, on est attaché à notre berceau, à la terre qui nous a vu naître, et en l'occurrence, c'est Genève. Genève, je dirais, c'est même plus qu'une ville ou qu'un canton, c'est vraiment un pays dans le pays, parce que c'est international, on a presque 50%, enfin 40 et quelques % d'étrangers. Il y a des gens qui gravitent, la plupart des professionnels, enfin une grande partie des professionnels sont là de façon temporaire. Donc c'est pas vraiment la Suisse profonde. Il y a peu de Suisses, d'ailleurs je connais assez peu de Suisses de souche dans mon entourage. Et c'est ça qui fait la richesse de ce canton et la richesse aussi de ma culture, parce que je suis franco-belge aussi. Donc j'ai vraiment des sensibilités de différents pays, et c'est pour ça que je pourrais pas, par essence, je pourrais pas être raciste. Et puis on est à côté de la mosquée, enfin il y a des gens qui grosse communauté circulent. Oui, il y a des communautés de tous les pays du monde à Genève. Donc c'est impossible pour moi c'est impossible de devenir raciste dans un canton comme Genève ou dans une ville comme Genève. Donc voilà d'où vient le titre. Est-ce que tu es j'allais dire, est-ce qu'on peut être raciste des oligarchies de cette caste qui s'infiltre, parce que la Suisse c'est un peu vraie question. Je caricature quand je dis raciste des élites, mais en tout cas, je comprends les gens qui peuvent avoir cette attitude de rejet de ces élites qui sont
apatrides, qui vont mettre leurs buildings, leurs institutions un peu partout là où ça les arrange. En l'occurrence, en Suisse, il y a quand même une concentration. Il y a une belle concentration. On rappelle que la Suisse, c'est au cœur de l'Europe physique, même si la Suisse ne fait pas officiellement partie de l'Union européenne, bien qu'elle s'en rapproche dangereusement. Il y a un nouveau paquet d'accords qui vient d'être adopté, qui a été signé, mais qui doit être adopté en novembre, qui nous met vraiment comme si on était dans l'Union européenne. Mais pardon, redis-moi ta question. C'est vrai que c'est pas un très grand pays, la Suisse. Il y a toutes ces institutions qui se concentrent quasiment au même endroit, qui ont des responsabilités dans la géopolitique mondiale, dans les décisions mondiales, sur les décideurs mondiaux très 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 importants, et qui sont là sans vraiment l'aval des citoyens, sans vraiment... Alors, c'est pas caché, mais sans vraiment de la visibilité non plus, soit des Suisses, soit des citoyens d'Europe ou du monde, qui, eux, subissent les conséquences du choix de l'OMS, enfin des choix imposés par l'OMS, ou des stratégies de Gavi, Bill Gates, etc. Et tout ça s'est concentré au même endroit. C'est le fief des organisations avec des gens qu'on n'a pas élus et des gens qu'on connaît pour la plupart pas. Par exemple, les citoyens suisses ne savaient pas que Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé en France, avait été promue présidente de Unitaid. Unitaid, c'est la centrale mondiale de médicaments qui est dans le même bâtiment que Gavi, par exemple. Je connaissais pas Unitaid. Et que ça fait partie en fait des logos qu'on voit à l'entrée de ce bâtiment, avec aussi le Global Fund, le Fonds mondial pour la tuberculose, le paludisme et le sida, dans lequel Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'actuel directeur général de l'OMS, était aussi, faisait partie du conseil d'administration. Donc il y a des portes tournantes en permanence. Jérôme Salomon, qui était donc responsable de la santé publique en France, a été recyclé également à Unitaid. Il est à Unitaid actuellement. C'est génial. C'est comme Buzyn qui a fini. Alors, Agnès Buzyn a fini à l'OMS. Maintenant, elle est à la Cour des comptes. Mais entre-temps, elle a été chargée de mettre en place l'Académie de santé à Gerland, là où il y a un labo P4 à Lyon. Et de la même façon, Jérôme Salomon a aussi participé, a été l'un des 9 sous-directeurs de l'OMS. Là, je ne l'ai plus vu dans la liste récemment, qui était normalement là pour aider à la mise en place du traité pandémique qui a été adopté par consensus, donc même pas par vote, alors que normalement ça aurait dû être par vote. C'est quoi la différence? Alors le vote, c'est tu lèves la main ou tu appuies sur un bouton. Et au moins, on a un décompte final du nombre de personnes qui a dit oui, du nombre de personnes qui a dit non et du nombre de personnes qui a fait abstention. Là, on a Tedros qui dit bon, alors le traité pandémie, pas d'objection, il est adopté. Ah, donc s'il n'y a pas d'objection, c'est ça le consensus. Oui. Et ça a été pareil pour le RSI, Règlement sanitaire international, l'année dernière. Le 1er juin 2024. Là, c'était le 20 mai 2025. Alors, tu m'as dit d'ailleurs, on a jusqu'au 19 juillet, les États ont dit jusqu'au 19 juillet pour s'y opposer. Pour se retirer du RSI, Règlement sanitaire international, qui doit entrer en vigueur normalement le 19 septembre. Mais au bout de 10 mois, donc c'est le 19 juillet, dans quelques jours, que les pays qui veulent se retirer du RSI peuvent le faire, ou ont des objections, des amendements à apporter au RSI, peuvent le faire. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que le Conseil des États, qui est l'équivalent du Sénat chez nous en Suisse, a refusé de donner la possibilité au peuple de voter sur le RSI avec un référendum obligatoire. Donc pour l'instant, je ne sais même pas si le peuple sera amené à être consulté sur le règlement sanitaire international, sachant que nos télés locales et nationales n'en parlent pas du tout. Donc, aucune raison pour que les gens qui n'ont pas suivi l'affaire s'y intéressent vraiment. Oui, parce que donner le droit de vote à la population, c'est quelque chose qui est un plus pour la Suisse par rapport aux autres pays. En France, on ne peut même pas donner notre mot. Que oui. Mais encore faut-il les en informer des enjeux. Et comme on l'avait dit la dernière fois, c'est la télévision et la presse qui font l'essentiel de l'opinion, qui formatent l'opinion en fonction des directives. Chez vous, ils doivent aussi être détenus par quelques milliardaires. Alors, deux grandes familles de milliardaires. Pour Tamedia, TX Group, c'est plutôt Koninx, Rothschild. Et puis Ringier, Axel Springer, c'est Daniel Kretinsky, qui a aussi chez Marianne, qui a racheté aussi... cette branche-là, avec Marc Valder, le directeur de Ringier, Axel Springer, qui était très proche d'Alain Berset, le président en 2023, celui qui a mis en place, qui était conseiller d'État, conseiller fédéral à la santé, qui a mis en place toutes les mesures, et qui était déjà là en 2012, au moment où il y a eu la fameuse loi sur les épidémies en Suisse, qui a permis d'imposer la vaccination obligatoire dans certains cas. D'accord. Contre
Voilà. Donc finalement, ces gens-là se connaissent, ces gens-là se côtoient, ces gens-là se soutiennent. Et les personnes qui n'ont pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie de comprendre et de savoir ce qui se passe, eh bien, ils suivent bien ce qu'on leur dit de voter, que ce soit à la télé ou dans le livret de vote, le fameux petit livret de vote qu'on reçoit 3 semaines avant la votation, dans lequel le Conseil fédéral nous donne son avis et en général rejette les initiatives et les référendums qui sont en faveur de la souveraineté, de l'émancipation. Donc quand même, vous avez l'avis du Conseil fédéral avant de voter. Oui, oui. Comme ça, on sait quoi voter, tu comprends? Ça oriente un peu quand même. Un petit peu. Ok, je ne savais pas ça. Non, c'est la démocratie suisse. C'est la démocratie subtile. Oui, très subtile. Bon, c'est déjà mieux. C'est vrai qu'on va parfois quand on voit une miette chez le voisin, on se dit c'est quand même pas mal. Il a à manger. Bah nous on n'a rien. Donc, mais en fait, nous quand on vote, c'est plus ou moins pareil. Une fois tous les 40 ans. Sauf qu'il y a l'apparence de la démocratie. Ouais. Il y a l'apparence de j'ai un pouvoir sur les règles du jeu. Sauf que les règles du jeu, quand elles vont pas dans le sens de ce qui avait été anticipé par le gouvernement, on doit les revoter, comme j'en avais parlé, l'identité numérique, qui avait été refusée puis qui repasse par la fenêtre, qui a été votée en Assemblée fédérale l'année dernière et pour laquelle un référendum est mis en place. Heureusement, il y a des citoyens qui se sont levés pour récolter les 50 000 signatures nécessaires à déclencher le référendum et on sera amené à voter dessus. C'est quand là, on n'a pas encore la date pour l'identité numérique. Et c'est pour impliquer quoi? C'est-à-dire ça va développer l'identité numérique en Suisse? Ça va la rendre obligatoire? Alors pas obligatoire au début, parce qu'au début on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est bien pour ça qu'on nous dira, les bases. Mais ça met en place le cadre. Et ça permettra de faire quoi en fait? De faire tout de se connecter, que ça soit plus facile, parce qu'il nous attire avec la facilité, le confort, pour l'identité, pour les paiements, pour l'authentification de notre identité sur Internet, pour prétendre au chômage, etc. D'ailleurs, quand j'étais au chômage, là je ne suis plus, je rappelle, depuis 1 an, j'ai plus de revenus de l'État, de rien du tout. Il y avait, quand je me connectais sur mon compte à l'Office cantonal de l'emploi, il y avait, soit je me connectais librement, soit c'était via l'identité numérique, déjà à l'époque. L'identité fédérale. Ouais. En France, ça commence aussi. D'ailleurs, il y a même des démarches où c'est quasiment impossible de faire ça. Parce que quand l'option en dessous est proposée pour faire par courrier ou autre, très souvent, c'est inopérant. Donc, ça, c'est bizarre, voilà, bizarre. Incroyable. Donc ça t'oblige à l'ère du tout numérique, ils sont incapables de faire des liens qui fonctionnent. Ouais. Donc bon, ça t'oblige souvent à passer. Donc chez nous, c'est France Connect. Voilà. Oui, pour ou être bien connecté. Soit la Poste, soit France Connect, qui te permet de verrouiller ton identité et ensuite de tout faire avec. Ouais. Il y a une espèce de synchronisation dans les pays européens. Tout est très synchrone, très chronologiquement cohérent. Et ce que je vais présenter d'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si tu connais la société Palantir. Exactement. Ça sera l'objet de ma chronique de Libérer l'info le 17 juillet. Qu'est-ce que tu veux dire sur Palantir? Et je vais un petit peu faire l'état des lieux. Tu peux rappeler Palantir, c'est une société qui conseille et qui propose des solutions, c'est comme ça qu'elle se présente, des solutions à tous les problèmes, des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et qui se sert de l'IA, l'intelligence artificielle, pour collecter les données. Voilà pourquoi, à mon avis, on est de plus en plus numérique, qui est numérisé, pour que toutes nos données soient accessibles et compilables et centralisables, modélisables. Oui. Pour ensuite créer des solutions clés en main pour les États. Il y a une douzaine de pays, y compris la France, qui utilisent Palantir, les services de renseignement essentiellement. Ça a été financé par la CIA, par Peter Thiel et aussi par la Banque nationale suisse. Tiens. Encore une fois, la Suisse a son rôle. Ouais. Absolument. Donc voilà, je vais développer ça jeudi. Donc, mais c'est pour ça aussi, je pense que tout est un peu synchronisé. Il ne faut pas oublier qu'ils se rencontrent régulièrement. Alors, pas la Suisse directement, mais il y a le G7, il y a le Bilderberg, il y a le WEF, il y a une série de rendez-vous tout au long de l'année pour que les têtes décideuses, en tout cas les pantins mis en place, se mettent d'accord sur les mesures et sur les timings, on va dire, sur l'agenda. Donc je comprends mieux pourquoi tu es devenue une résistante dans ce petit fief qu'est la Suisse qui rassemble tout ce beau monde. C'est ça. Finalement, tu n'avais pas trop le choix, quoi. Ouais, c'est un peu par la force des choses. Je suis tombée dedans petite, comme Obélix dans la potion magique. Hein. C'est vrai que... Alors, du coup, je regardais un petit peu la suite sur
tes petites anecdotes concernant Dieudonné, Francis Lalanne. C'est vrai que c'est des personnes que tu as rencontrées sur ton parcours. Est-ce que tu as des personnalités comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont permis de faire des grandes choses? Est-ce que tu en tires des bons souvenirs? Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué? C'est difficile parce que toutes les rencontres m'ont marqué dans un sens comme dans un autre, que ce soit positif ou négatif. Mais ce que j'ai dit, et je répète, les rencontres qui m'ont le plus marqué, c'est pas les rencontres avec des gens connus. C'est les gens, les anonymes, les citoyens, les résistants, les soldats numériques, toutes les personnes qui étaient aux manifs, toutes ces personnes que j'ai rencontrées en conférence, qui sont 100% pures pour la plupart et qui n'ont pas des égos qui touchent le plafond, quoi. C'est important. Oui, dans notre milieu, tu connais ça aussi. Ça revient souvent, ce je dirais que la notoriété exacerbe le meilleur comme le pire de l'être humain. Et malheureusement, j'ai eu affaire à de nombreuses personnes qui m'ont montré le pire. Et voilà, comme toujours, ça m'a appris, parce que j'ai tendance à faire confiance aveuglément de prime abord et à ensuite ajuster le tir et me séparer si la toxicité est avérée, je dirais. Donc t'es pas méfiante dès le début? Mais je me méfie pas au début, jamais. Pas assez. La preuve avec le reportage en infiltration d'ID News. Tu te rappelles que ce journaliste Sami Zaibi, et non pas Salim Laibi, parce que certains m'ont dit mais c'est Salim. Non, pas du tout. Sami Zaibi, c'est un journaliste qui travaille pour Le Temps aujourd'hui, mais qui travaillait pour ID News à l'époque, qui m'avait contacté en prétendant qu'il était déçu des mainstream et qu'il voulait mettre ses compétences au service de mes vidéos. Et aussi avec exactement. Et moi, n'écoutant pas les signaux, parce qu'il y avait plusieurs indices qui montraient qu'il n'était pas 100% sincère dans sa démarche. Par exemple, il ne connaissait pas ma chaîne YouTube à l'époque. À l'époque, j'avais une chaîne YouTube qui a été bannie depuis bien longtemps, mais il ne la connaissait pas, tout en disant être fan de mon travail. Et j'aurais dû être alertée par ce petit détail, et en fait pas du tout. J'ai vu son sourire, j'ai vu sa bienveillance apparente, et puis j'ai voulu y croire. Ça s'est fini en un reportage mensonger et calomnieux de 8 articles plus 5 bonus, plus un autre article ensuite, ça fait 14 articles en tout, avec mon nom 66 fois. Et des mensonges qui ont permis à notamment une grand-mère, ça fait partie d'un des dossiers que j'ai pu voir, avait écrit au département d'instruction publique pour me supplier de me licencier parce qu'elle croyait dur comme fer aux mensonges qui avaient été propagés par ID News. Ça a donné une campagne de diffamation inédite à laquelle je n'étais pas préparée. C'est un gros média, ID News? Non, c'était un tout petit média qui depuis a un petit peu grossi grâce à cette saga mensongère et diffamatrice. Il s'est fait sa réputation sur son dos. Sa réputation de malhonnête et de requin au milieu du journalisme qui tentait de redorer son image. Ça n'a pas tellement marché justement grâce à ID News. Il faut savoir quand même que le code de déontologie, chez nous ça s'appelle la déclaration des droits et devoirs du ou de la journaliste. Article 4 interdit les méthodes déloyales par exemple d'obtention d'informations et impose article 1 de chercher la vérité et de rectifier ensuite. Ça, c'est l'article 5, je crois, de rectifier les inexactitudes ou les erreurs. Après, moi, sur ce point-là, je ne suis pas forcément contre quand on est face à des grandes entités, tu vois, de faire du Élise Lucet, d'aller s'infiltrer quand c'est vrai, juste. Et quand on n'a pas le choix parce qu'on est face à des gens... Quand on corrige les erreurs qui sont fausses. Voilà. Par exemple, là, c'est l'article 5, c'est rectifier les informations qui sont inexactes. Exactement. Et donner un droit de réponse et permettre à l'autre. Exactement. Mais employer ces méthodes-là sur des gens plus faibles qui ne peuvent pas répondre et qui vraiment ont on va dire dans l'ensemble des nuisances qu'on subit nous en tant que peuple dans le monde entier n'ont aucun rôle, une responsabilité à jouer, n'ont aucun pouvoir. Je trouve ça franchement malhonnête. La démarche de faire une infiltration sur quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, je trouve qu'elle est... quel sens ça a en fait. Quel sens ça a, ouais. Sur quelqu'un qui a un pouvoir sur nous, comme comme Bill Gates qui met des milliards dans l'OMS et dans à peu près tous les journaux qu'on connaît et les organisations internationales. Ça pourrait être utile de s'infiltrer chez lui. Il a un poids sur les décisions qui sont prises. Donc intéressant de creuser. Bizarrement, les journalistes n'en parlent pas. Les débunkers n'y vont jamais. Klaus Schwab, même chose. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pareil. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Pourquoi ces gens-là ne sont jamais infiltrés ? Et il n'y a pas de reportage sur leurs agissements en dehors des caméras, en dehors des micros. C'est vrai. Ou la vie privée de, je sais pas, de Brigitte Macron et de Emmanuel. Tiens, ça pourrait être intéressant.
on en profite pour féliciter encore Natacha Ray et Amandine Roy pour la victoire. Là, la relaxe. Le 10 juillet, la relaxe par rapport on a reçu d'ailleurs au procès en diffamation. L'avocate d'Amandine Roy, Maud Marian, il y a quelques jours pour parler de cette affaire. Ouais. Ils vont avoir, est-ce qu'ils vont aller en cassation? Alors normalement, on doit le savoir. Là, je n'ai pas l'info, mais ça devrait être aujourd'hui. Ok. On est le 14 juillet. 14 juillet, voilà, fête nationale, jour de sortie à 5 ans près du Great Reset, Covid-19, The Great Reset de Klaus Schwab. C'était le 14 juillet 2020. 2 jours après l'annonce de Macron, le 12 juillet, du pass sanitaire. Alors le pass sanitaire, c'était en 2021. Mais c'était un an avant, pardon. Le 14 juillet 2020. Pour moi, ouais. C'était pendant l'été de la pandémie. Le Great Reset. Ouais. C'est rigolo, toutes ces élites qui nous mettent les indices sous le nez et qui font semblant que tout est normal, tu vois. Parce que dans le bouquin de Klaus Schwab, il y a quand même beaucoup de choses. Ouais. La numérisation de la société, le fait que le Covid n'était pas grave, ils le disent clairement dans le livre. Et que c'est un bon prétexte pour transformer la société. En place, une nouvelle société, que le retour à la normale n'aura jamais lieu. Quand est-ce qu'on reviendra à la normale? La réponse, jamais. Exact. Enfin, c'est des choses qui sont écrites. Alors peut-être c'est un roman de fiction, je ne sais pas, c'est pas comme ça qu'on nous l'a présenté. En tout cas, il est assez prémonitoire. Ouais. Alors moi, je refuse, pour le détail, je refuse d'appeler ces gens-là des élites, parce qu'élite, ça veut... Il y a une histoire de choisis, d'élus, et pour moi, je ne les ai pas élus, ces gens-là. Je dirais plutôt une sorte de caste, une sorte de club. Une oligarchie, c'est vrai. Qui s'autoproclame décideuse pour les autres, et qui a l'allégeance des médias et des politiques. Mais moi, c'est pas mes élus à moi. Hein. Alors justement, est-ce qu'en Suisse, il y a beaucoup de résistants comme toi? Est-ce qu'il y a des gens qui se bataillent? Tu m'as dit que tu faisais pas mal de manifs en Suisse depuis quelques années. Oui. Est-ce que c'était assez suivi? Est-ce qu'il y a des gens qui se mobilisent? Et est-ce que dans l'opinion publique, vous arrivez à peser dans les débats? Alors dans les débats, non, on est toujours absent de tout débat public sur la télévision et dans les journaux, bien sûr. Mais oui, il y a une forte résistance en Suisse. Déjà, il faut savoir, on l'avait dit la dernière fois, qu'il y a que officiellement 30% de gens qui sont pas vaccinés Covid, alors qu'en France, c'était 20%. Okay. Donc il y a 70% de vaccinés officiellement en Suisse versus 80% chez vous. Alors évidemment, on n'a pas eu les contraintes que vous avez subies avec la suspension des professionnels qui ne voulaient pas se vacciner, en partie les soignants, les gendarmes et les pompiers, mais on n'a pas eu les confinements, on n'a pas eu la terreur d'État, en fait, que vous avez vécu, même si c'était quand même traumatisant. Donc les gens sont restés un petit peu plus libres de leur choix. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale en Suisse pour les enfants, en tout cas sur le papier, parce que les écoles, évidemment, exigent des carnets de vaccination. Les fameux 11 vaccins. Alors, on n'en a pas 11. On n'en a pas, officiellement, il n'y en a pas d'obligatoire. Mais je crois que les écoles demandent quand même certains vaccins, comme le DTP, je ne sais plus exactement lesquels. À l'ancienne, mais DTP. Légalement, elles n'auraient pas le droit de l'exiger, ça, il faut le savoir quand même. Alors, à part ça, les résistants publics, on en a plusieurs. On a Slobodan Despot, qui, alors lui, 100% intègre, aucun problème là-dessus. On a Jean-Dominique Michel. Alors là, je n'ai pas envie de développer, mais je vous laisse à chacun vous faire votre opinion. Qui était avec nous d'ailleurs dans l'application Suisse Covid à l'été 2020, qui a aussi vécu l'infiltration qu'on a vécue, parce qu'il était dans le comité de référendum contre l'application de traçage, et bizarrement, il n'apparaît nulle part dans le premier reportage de ID News. Ce qui est gardé, c'est ce que j'ai dit moi, c'est mon image, c'est mes photos. Et lui, il n'y est pas. Tu étais ciblée. J'étais ciblée. Il y avait Emma Creuzy à l'époque. Il y en a plein, il y en a en Suisse allemande beaucoup. Il y a plusieurs collectifs aussi, Réinfo Santé, MFR. Je veux pas en louper, mais il y en a plein que je vais oublier. Le SLS c'est un mouvement pour la liberté des Suisses qui a mis en place d'ailleurs une initiative pour garder le cash dans la Constitution. Initiative qui essaye d'être renversée par un contre-projet suisse qui prétend faire la même chose que l'initiative et qui incite les citoyens à voter pour le contre-projet plutôt que l'initiative, parce que dans le contre-projet, il est question de numéraire
Et dans l'initiative, la vraie initiative populaire du mouvement pour la liberté, pour les libertés, il s'agit vraiment de pièces et billets à mettre dans la Constitution pour qu'on puisse garder les espèces. Donc vraiment, je vous invite à ne pas vous laisser avoir et à bien rester sur l'initiative populaire et non pas le contre-projet du Conseil fédéral. Ils sont malins quand même pour semer le doute. Ils sont... Il y a Wir für euch, ça c'est aussi un collectif de policiers, de militaires. Ça c'est en Suisse-Allemagne. En Suisse allemande, on a les sonneurs de cloches, les Freiheitsstrickler, super sympas, qui ont des grosses cloches de vache sur les épaules, qui pèsent des 50 kilos pour certaines. On a les irréductibles, on a Massvoll aussi. Donc il y a des gens libres encore. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent et les manifestations étaient très, très fournies, notamment quand il s'est agi de... Alors ça aussi c'est toute une histoire, mais la loi Covid-19, on en avait parlé aussi. Tu te rappelles peut-être que la première votation sur la loi Covid-19, qui mettait en place le pass sanitaire, enfin le prétendu pass sanitaire, certificat Covid, le texte avait été montré, le texte qui avait été donné aux Suisses n'était pas le bon. Dans la version du texte, il n'y avait pas le certificat Covid, il n'y avait pas les pleins pouvoirs du Conseil fédéral qui étaient dans le vrai texte, mais qui n'étaient pas dans la version qui avait été montrée. Donc ça fait, entre guillemets, ça fait moins peur. Donc c'était mensonger. Donc ça fait moins peur, forcément. Moi, je vote ce que tu veux si tu me le présentes d'une bonne façon, puis si tu ne mets pas les articles qui dérangent. Donc on a revoté, parce qu'évidemment, on a fait un référendum sur ce qu'on appelle les ajouts cachés de ce texte en novembre 2021. Et le mois précédent, il y a eu une manif à Berne qui a réuni au moins 50 000 personnes, parce que toute la place fédérale était full. Et toutes les rues attenantes étaient full aussi jusqu'aux prochaines places. Donc, moi, je dirais entre 50 000 et 100 000 personnes. Bon, il y a eu du monde. Et puis, il y a eu des manifestations régulières pendant toute la période Covid. Bon, il y a une résistance suisse quand même qui s'organise, qui s'est organisée. Bien sûr. Et qui continue, j'espère. Bien sûr, qui continue. On a aussi un excellent avocat, Philippe Cruz, et d'autres qui défendent bec et ongle la liberté face à l'OMS. Ouais, parce que vous êtes en première ligne finalement là-bas. On est aux premières loges en tout cas. En tout cas aux premières loges. Aux premières loges, on a accès à tout. On est là où siègent les organisations qui décident de notre sort dans le monde. Le gouvernement suisse a des accords avec la Fondation Gates, par exemple, pour vacciner l'Afrique. C'est vraiment une consanguinité, un mélange public-privé que Klaus Schwab adore en permanence. Avec, un mélange public-privé, mais toujours sous la domination du privé. C'est ça. C'est le public pour payer, le privé décide. Qui décide, voilà. Sinon, c'est nous qui payons. Je pense que dans l'autre sens, ça leur plairait pas. C'est vrai. C'est dans ce sens-là uniquement, effectivement. Merci pour cette remarque, Marc, vraiment. Parce que c'est assez universel. Quand ils parlent toujours, on a notre cher Macron qui dit toujours ça. Ils aiment bien parler du partenariat public-privé, tu sais, comme si c'était une modernité, une évolution, une avancée. Ouais, et puis une avancée démocratique, de pouvoir relier les deux. Alors que très souvent, c'est au détriment de l'un, qui est souvent le public. Exactement. Et pourquoi on vend tous les services publics qui rapportent, comme les autoroutes, comme la poste. Vous avez ça aussi chez vous comme souci par rapport aux services ? Bien sûr. Il y a une privatisation qui a été faite de la poste dans les années, fin des années 90, 1998, 98. Toutes les activités payantes, les chemins de fer, qui devient une société privée, enfin une société anonyme. La Banque nationale qui est privée avec privé de droit public. Donc, on garde les apparences du public avec les avantages du privé. Ouais. Swisscom, qui était donc avant, c'était la PTT. Le PTT, c'était les PTT, c'était la Poste et les télécommunications. Oui. Donc, Swisscom est une société anonyme qui est détenue en majorité par l'État, mais à 1%. Je crois que c'est 51, quelque chose % par l'État. Le jour où on décide de changer les actionnaires, c'est terminé. Ouais. Oui, c'est comme chez nous, France Télécom qui est devenu Orange, Exactement. etc. Et puis tous les services publics. Donc bon, c'est un mouvement qui... Les lobbyistes ont leur ticket d'entrée au Parlement suisse. À l'époque, j'avais regardé, en 2016, quand j'en avais parlé, il y avait un lobbyiste et demi par parlementaire qui avait soit une carte permanente, soit une carte temporaire, qui avait son entrée au Parlement. C'est presque comme au Parlement européen. Au Parlement européen, c'est peut-être 2 ou 3 par parlementaire, 2-3 lobbyistes par parlementaire. Donc le fait que vous ne soyez pas dans l'Union européenne, ça ne vous a pas préservé quand même de cette prédation Pas complètement. Un petit peu, mais pas complètement. Ça ralentit les processus, je dirais.
Et on a toujours notre monnaie, le franc suisse. Alors, effectivement, ça c'est un... Je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, c'est... Ouais. Bah, vous pouvez fixer C'est-à-dire les que taux. c'est le pays qui fixe les taux et non Et pas vous pouvez frapper votre Ursula von der monnaie Leyen. et vous emprunter. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous devez emprunter sur les marchés privés ou est-ce que vous pouvez frapper votre propre monnaie? Alors, c'est comme dans toutes les démocraties du monde, c'est par les crédits aux marchés privés, aux banques privées, qu'on a la monnaie. Alors, effectivement, les pièces et les billets sont créés par la Confédération pour les pièces et billets les billets sont faits par la Banque nationale, mais la valeur qui est attribuée, le montant de ces espèces, est fixé par les marchés privés auxquels le pays s'endette. D'ailleurs, c'est une loi qui a été un petit peu plus tard, qui a pris ses effets plus tard, 20 ans après ou 30, presque 30 ans après, la vôtre, avec la loi Rothschild, Pompidou-Rothschild 1973. Exact. Nous, c'était 2003-2004, où l'article, je ne sais plus lequel c'est exactement, de la loi sur la Banque nationale nous interdit de faire des crédits interdit à l'État suisse, à la Confédération, de s'endetter auprès de la Banque nationale. Et le conseiller fédéral qui a mis ça en place, Caspar Villiger, a été muté ensuite à la direction de l'UBS, juste après ça. Tiens. Quel hasard. Beaucoup de hasard. Est-ce que d'ailleurs les Suisses utilisent beaucoup de cash encore? Oui, heureusement encore beaucoup et de plus en plus, parce que justement avec ces tentatives d'imposer la monnaie scripturale des cartes électroniques, les paiements électroniques à distance, en ligne, sans contact, eh bien il y a un mouvement inverse qui pousse les gens y compris moi, je l'avoue, parce qu'avant j'étais assez légère sur l'utilisation de la carte, je la sortais un peu n'importe comment, n'importe quand. Et maintenant, je mets tout en œuvre pour vraiment pouvoir utiliser un maximum les espèces. J'ai un chat dans la gorge. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu dis trop de vérité. Ça brûle, ça déclenche. Non, mais c'est vrai qu'il nous reste encore cette liberté, entre guillemets, d'utiliser des espèces. Et on voit à quel point notre cher caste, en tout cas en France, c'est le cas aussi. Cher, ça rapporte. Au niveau monnaie, oui. Nous explique à quel point le cash doit disparaître au profit de l'euro numérique. Donc j'imagine le franc suisse numérique doit être dans les tiroirs. Oui, complètement, ils en parlent déjà, bien sûr. Ouais. Bon, couplé à l'identité numérique, on imagine le pire. Et ben après, l'IT Wallet là, qui est testé en ce moment en Europe, avec les paiements, les diplômes, l'identité, voter, permis de conduire, s'inscrire dans une université, à l'école. Le pass vaccinal ou pas. C'est le pass mondial en fait. Oui, c'est ça. Voilà, le statut vaccinal. Le statut vaccinal, tout ce qui peut concerner notre vie privée. D'ailleurs, à ce sujet, plus ou moins ce sujet, depuis début juillet, il y a une plateforme numérique qui permet de déclarer ou d'organiser la prochaine pandémie en Suisse, par exemple. C'est-à-dire coordonner tous les services au niveau monétaire, policier, sanitaire, économique. Pour les institutions ? Pour les institutions, pour les organisations, ouais. Pour que ça soit plus rapide, plus efficace. Ça s'appelle comment ? Alors, elle n'a pas de nom particulier, c'est une plateforme pour une pandémie. Qui leur permettra... Organisée par la Confédération suisse. De faire face à la prochaine pandémie. C'est ça. Donc, ils anticipent. Ils savent un petit peu... ils ont leur boule de cristal, certainement. Ouais. Ok. Bon, c'est... Avec un exercice, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, à l'OMS, de pandémie, le 4 avril 2025, Polaris, exercice Polaris. Ils ont refait un exercice, oui, ils ont fait le dernier exercice en date, dont j'ai connaissance, avec 15 pays. Premier exercice, disent-ils, de coopération... Simulation de 2 jours baptisée Exercice Polaris avait pour objet de tester le corps mondial pour l'action sanitaire d'urgence, en anglais, de l'OMS. Un cadre conçu pour renforcer les personnels d'intervention d'urgence des pays, coordonner le déploiement d'équipes de renfort et d'experts. Voilà, bon, écoute, je ne connaissais pas, je vais approfondir ça, c'est sur le site de l'OMS. Bon, après, l'Event 201 qu'ils ont fait en octobre 2019, simulation de pandémie mondiale à coronavirus. Oui, tout à fait. Ils sont très forts. Ouais. Même chose. Voilà, même chose avec Bill Gates, etc. Bon. Avec l'Institut Johns Hopkins, aussi pour cet exercice Polaris, avec le WEF. Ok. Toujours les mêmes.
On prend l'air même, on recommence. Des mêmes philanthropes qui veulent notre bien et qui se Mais préparent aux prochaines pandémies. Est-ce que les gens vont retomber dans le important. panneau? Est-ce que les Suisses peuvent retomber dans le panneau? Les Français, je ne sais pas. Je me pose la question parce que... Ce sera l'occasion de le découvrir. Ouais. Entre-temps, il y a eu quelques dommages quand même, quelques décès, quelques handicaps à vie. Oui, voilà, malheureusement, c'est pas quelques maladies auto-immunes et autres problèmes neurologiques. Beaucoup d'effets secondaires de gens qui en ont souffert. Des gens qui meurent tôt quand même. Hein. Qui meurent tôt et qui ont fait confiance parce qu'on parle des anti-vax, etc. Bon, là, on parle de gens qui ont fait confiance, qui se sont fait injecter et qui sont laissés pour compte. Je ne sais pas combien il y en a eu en Suisse. Est-ce qu'il y a des associations qui se sont organisées d'ailleurs pour les aider? Précisément, je n'ai pas connaissance d'une association en Suisse qui s'occupe uniquement des effets dits secondaires, des effets délétères des injections. Si vous les connaissez, si vous regardez l'émission... Mais il n'y a pas d'association de victimes comme Verity France ou A Victime, des choses comme ça, non? Non. Non, non, il y a eu des tentatives de numéro vert, il y a eu des choses comme ça, mais j'ai pas connaissance d'un site qui soit exclusivement dédié à ça ou qui s'occupe de ça. Par les citoyens, tu vois, j'entends. Oui, je parle de citoyens qui auraient mis en place pas ça. Par l'État. Bien sûr. Ah non, mais je parle pas de l'État, jamais. Non, mais ça c'est bon. France, mes espoirs envers des initiatives en faveur des victimes est complètement absent et s'est évanoui assez vite. En France, c'est le parcours du combattant. Et d'ailleurs, je tiens à passer l'information, j'en profite parce qu'il y a une association qui s'occupe d'aider bénévolement les gens qui voudraient déclarer les effets secondaires en pharmacovigilance parce que c'est un parcours du combattant, parce qu'il faut remplir des dossiers, c'est pas juste 3 clics. Solidéclat, exactement, ils font un boulot incroyable. Donc, et il y a une plateforme aussi de... j'ai fait une interview dessus, il y a un numéro à appeler pour si vous êtes victime. Voilà, je l'ai pas... Moi je l'ai sur mon site. Bon, alors allez voir sur le site de Chloé Framery. Vous tapez Solidéclat, je crois que c'est avec EKLA, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous connaissez des gens dans votre entourage qui en auraient besoin ou si vous-même avez besoin de faire remonter des effets secondaires. Parce que le problème, c'est que les gens, du coup, se désespèrent, ne font pas remonter les informations et après on dit, vous voyez, statistiquement, il n'y a rien. Bah oui, ici on empêche les gens de le faire. Personne ne peut s'exprimer et c'est très compliqué, effectivement, de faire remonter les effets. Les médecins qui témoignent, etc., montrent que c'est vraiment la croix à la bannière. Il n'y a pas d'encouragement, bizarrement, contrairement à quand tu vaccines, là, tu as des primes. Mais là, pour déclarer les effets, c'est pas... non. Ils te mettent un site des années 90 qui ne marche pas, et après, il faut, tu vois, avec de la paperasse... Avec des liens qui ne fonctionnent pas, comme avec ce que tu disais. Et par contre, dès qu'il faut remplir les choses pour le pass, etc., alors là, tout fonctionne. Hein. Là, tout est facilité. Tout est QR code, c'est fluide, c'est facile. Bon. D'ailleurs, juste, je donne le nom de la plateforme dont je parlais tout à l'heure avec le numéro, c'est SOS Effets Indésirables. Oui. Et le numéro, si je vous le dis, 09 72 129 808. 09 72 129 808. Et n'hésitez pas, en tout cas, à y faire un tour si vous avez besoin. C'est rassurant de voir qu'il y a des citoyens, alors c'est en France, mais de voir qu'il y a des citoyens qui s'organisent bénévolement pour aider les autres alors qu'ils n'ont rien à gagner. À part des emmerdes. À part pouvoir se regarder dans un miroir et puis obéir à notre envie d'être empathique aussi. Parce que l'humain, il n'est pas que égoïste. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Centré sur lui, etc. Il est aussi dans l'aide, dans l'entraide. Il n'y a rien de plus, je dirais, générateur de bonheur que d'aider quelqu'un, que d'écouter quelqu'un. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que j'ai plus de bonheur à aimer qu'à être aimé, en fait. À donner qu'à recevoir. Parce que on développe aussi, enfin, on a besoin d'être utile. J'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir du sens aussi dans notre vie. Ça apporte énormément de sens. Et ça donne du sens d'être là pour les autres, si on peut. Évidemment. Et c'est pas toi que je vais apprendre ça, parce que toi, tu te dédies. Après, moi, je suis pas bénévole, entre guillemets, même si on roule pas sur l'or. Mais je suis toujours admiratif des gens. Tu es tout le temps au service des autres. Après... J'estime que c'est notre travail, notre métier, mais... Bien sûr, mais... Et puis je suis heureux de le faire. Et, voilà, encore une fois, tu vois, ça en tout cas, le sens que ça peut procurer à une vie est très bénéfique pour soi. Je veux dire, de manière très égoïste. Tout à fait. C'est utile d'aider les autres. Tout à fait. Moi, ça me plaît d'aider les autres. Ça me nourrit. Je me sens bien. À cette époque, en tout cas. En tout cas, à cette époque, même avant, mais là, encore plus qu'avant, bien sûr. Mais je m'en rends plus compte maintenant, c'est vrai, depuis la crise sanitaire, où on voit à quel point les gens isolés, parce qu'on a la chance peut-être d'avoir été moins isolés que d'autres. Alors, effectivement, s'exposer, ça a deux effets. En tout cas, on en prend plein les dents, mais également, on a du soutien. Ce que n'ont pas les gens qui ne se sont pas exposés, mais ils n'ont pas non plus le soutien. Donc, il y a vraiment les deux faces de la médaille. C'est vrai. C'est un choix, hein. Enfin, c'est un choix, je dis ça, mais en fait, je l'ai fait sans réfléchir. Parfois, on le fait sans réfléchir, c'est le hasard. Il y a du bien dans tout, de toute façon.
Il y a du positif dans tout ce qu'on vit, y compris dans les pires galères. Exactement. Bah, tu as dû l'expérimenter pas mal de fois. Ah oui, justement dans le livre, il y a ce qu'il faut. Je voyais épreuve. Sur le film Covid, voilà, c'est chapitre 10, totalitarisme helvétique. Point d'interrogation, point d'exclamation. Oui, j'ai mis les deux. T'as mis les deux. C'est le nom du titre, c'est le titre du film pour lequel j'ai été assistante de production avec Daniel Kunze. Daniel Kunze, c'est un vidéaste qui a fait une vingtaine de films engagés pour dénoncer les manquements, les dysfonctionnements en Suisse, les injustices et les corruptions. Et là, bizarrement, ce film-là, les autres avaient été soutenus par les organismes de subvention du cinéma suisse, mais pas celui-là, bizarrement. Il a été censuré, il a été critiqué, il a été diabolisé. Et aucune des salles, aucun cinéma conventionnel évidemment ne l'a accueilli, et aucune des salles de cinéma dit indépendant non plus. Donc Daniel a loué des salles, a fait payer l'entrée et a loué des salles, dont la grande salle du théâtre, la salle Arditi à Genève, 650 places, le 17 janvier 2024, salle pleine. Alors c'est un documentaire. Toutes les salles étaient pleines. C'est quoi? C'est un documentaire? C'est un documentaire qui entremêle des extraits des annonces de nos autorités, absurdes, incohérentes, contradictoires, et des témoignages de gens qui ont été sanctionnés durant la période Covid. Que ce soit avec des amendes, avec des répressions policières, avec de la violence, avec de la prison même, pour vraiment mettre en miroir les annonces bienveillantes mais incohérentes et les effets réels de la coercition et du totalitarisme en Suisse. Et d'ailleurs, dans le film, on rappelle que la période totalitaire qu'on a connue a des précédents, a des antécédents. On avait vécu, enfin pas nous parce qu'on n'était pas nés, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, il y avait eu une période de totalitarisme en Suisse avec le Conseil fédéral qui avait pris les pleins pouvoirs. Ah bon ? Et ensuite, c'était en 1949, je crois, qu'il y avait eu une initiative pour remettre en place la démocratie semi-directe avec les votations, avec les référendums, les initiatives. Et ça s'était passé à un cheveu. Mais le peuple suisse avait récupéré ses droits grâce à une initiative. S'il n'y avait pas eu cette initiative, on serait toujours avec ce régime-là. Et pourquoi ce régime a pu s'installer et qu'est-ce qu'il a fait ? Au prétexte d'une urgence, une guerre, pourtant, qui justifie... Alors, la neutralité, on va peut-être en parler dans la prochaine même si question. Apparemment des dignitaires nazis venaient s'échanger des mallettes avec quelques banquiers anglais ou américains. Effectivement. Mais alors, c'est vrai que ça pose la question. Pourquoi le Conseil fédéral a eu besoin de s'octroyer les pleins pouvoirs alors qu'a priori il n'était pas en guerre? Ça, c'est une vraie question. Mais paraît-il, il fallait prendre des décisions rapides et centralisées. Donc les libertés ont été contraintes pendant cette période en Suisse. Oui, tout à fait. C'est une partie de l'histoire ça, on ne le sait pas. Que je ne savais pas. C'est intéressant. Comme quoi, même en ayant la même capacité au pays de la neutralité ou de la neutralité et de la paix, on n'est pas à l'abri. Alors justement, ouais, exactement. La neutralité, juste pour la petite histoire, j'en ai parlé, mais je ne sais pas si tu as su. Donc Ignacio Cassis, qui est l'un des conseillers fédéraux, qui était président de la Suisse en 2022, avait, comme chaque année, presque chaque année, fait sa petite allocution au Forum économique mondial en janvier 2022, et où il parlait de la nécessité d'aider le gouvernement ukrainien à force de milliards et de millions et de milliards, parce que, disait-il, il ne faut pas rester neutre dans des cas d'agression, et qu'il appelait ça la neutralité coopérative. Donc on coopère avec ceux qui sont choisis par le gouvernement suisse comme étant les gentils de l'histoire. Donc dans ce cas, on peut déroger au principe de neutralité, c'est ce qu'il nous a dit en tout cas. Et puis plus récemment, je crois que c'était au mois de mai ou avril de cette année, il a dit aux médias qu'il fallait qu'ils fassent preuve de discernement, qu'ils fassent attention à leur discernement et qu'ils n'oublient pas leur rôle de contrôle. Donc voilà la neutralité à laquelle la Suisse... Parce qu'il y a des sujets qui le dérangent, peut-être, dans le traitement médiatique. Alors manifestement, malgré ce fameux Marc Walder qui avait dit qu'il ne fallait pas creuser de fossé entre la société et le gouvernement, et qu'il fallait soutenir le gouvernement pendant le Covid, en 2021,
eh bien, ça n'a pas suffi. Il faut que les médias se ressaisissent et sachent propager la bonne parole. Et la bonne parole qui ne souffre aucune contradiction. Bon, bah, vous avez les Faire mêmes preuve de discernement. Vous avez les mêmes emmerdes que chez nous. C'est moi qui voulais me réfugier en Suisse quand j'aurai eu l'occasion. Bon. Je sais pas, faut essayer. C'est pas donné je pense quand que même. En plus, c'est cher. Faut avoir le salaire suisse, hein, parce que le salaire français. Déjà, il faut être engagé. Parce que si tu viens avec ta carte de journaliste Nexus, je suis pas sûre que les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, t'ouvrent leurs portes. Hein. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Nexus est vendu en kiosque en Suisse. On a une communauté. Alors, ce sera peut-être l'argument que tu pourras invoquer pour justifier une embauche, mais en tout cas, pour les profs de maths, ça marche pas. Ça. Ouais, c'est vrai que tu t'es fait licencier Manu Militari. Sans réelle raison. Pour un ananas. Alors ça, c'est le titre du chapitre 11 ou 9. Chapitre 9. C'est pour résumer, parce que sinon c'était un peu long comme titre de chapitre, mais il y a 9 raisons qui sont invoquées. À défaut d'avoir pu me confondre dans des choses que j'aurais dites en classe et qui auraient déplu à l'establishment, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est ça qu'ils comptaient faire, c'était trouver des témoins, des élèves qui diraient elle a dit des choses problématiques. Propagande ou des choses comme ça. Propagande ou autre. Et ça n'a pas été le cas. Donc la seule chose qu'ils m'ont reproché dans mes propos dits en classe, c'est le fait que j'ai rappelé la loi, que j'ai rappelé qu'en Suisse, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Pendant une séance de vaccination, j'en avais parlé la dernière fois. Parce qu'ils se faisaient vacciner à l'école. Parce qu'ils se font vacciner à l'école, absolument, pendant les cours. Et toi, tu rappelais qu'ils ont le choix de refuser. Je rappelais simplement qu'ils avaient le droit de ne pas être vaccinés, que ce n'était pas une obligation en Suisse. C'est la seule chose qui a été retenue contre moi par rapport à mon comportement écrit, noir sur blanc. En classe. Ils l'ont écrit. Mais dans le rapport de 47 pages. À la fin, ils ont dit, en dessous de la signature, en PS, que à l'unanimité, tous les témoins avaient témoigné de mon efficacité, de mes compétences d'enseignante, et qu'il n'y avait absolument rien à dire sur ma profession, sur ma façon d'exercer ma profession. Mais ce qui a été retenu, donc, c'est cette histoire de loi que j'ai rappelée en classe. Apparemment, il ne faut pas rappeler la loi en classe. C'est le fait d'avoir montré les 2 quenelles d'or que j'avais reçues en vidéo une fois. Je ne savais pas qu'il y avait une loi qui interdisait de montrer des quenelles d'or en vidéo. De la part de Dieudonné, oui. Oui, de Dieudonné au bal des quenelles. Bon, il ne doit pas être apprécié en Suisse non plus. C'est la CICAD qui décide s'il est apprécié ou pas. Et la CICAD, c'est l'antenne suisse de la LICRA. D'accord. C'est eux qui ont accéléré qui ont lancé, disons, l'estocade avec 3 courriers successifs au DIP, département d'instruction publique, pour dire de faire quelque chose contre cette enseignante qui se permet de s'afficher aux côtés de Dieudonné. D'accord. Donc il y a eu 3 courriers, il y a eu 3 procédures. D'accord. Mathématiquement, on a bijection, ça colle. Bon, tu nous rappelleras ce que c'est une bijection. Bijection, c'est une correspondance entre un premier ensemble et un deuxième ensemble en one-to-one. Donc à un élément du premier groupe, ensemble correspond à un élément du deuxième ensemble. Donc, je suis loin de ma on va refaire les petits rattrapages de maths. Oui, mais bon, c'était, il y a eu des choses entre-temps. Tu as peut-être oublié certaines choses, ce qui est normal. J'ai pas eu une très bonne note, donc c'était pas mon. C'était pas ton domaine de prédilection. C'est trop abstrait pour moi. C'est vrai que ça reste abstrait, mais au moins ça enseigne la logique. C'est vrai. Parfois c'est ça qui m'a aidé, je dirais, dans toutes ces années d'absurdie. Donc c'est quenelle d'or, le fait que j'ai parlé du statut vaccinal de notre conseiller d'État en charge de la santé qui n'était pas vacciné, et ça j'ai les preuves, j'en avais parlé la dernière fois, au plein moment du pass. Comment vous avez eu les preuves? Alors la preuve, c'était la personne du laboratoire dans lequel Mauro Poggia, pour ne pas le citer, et sa famille avaient fait des passes, dans lequel donc on voit dans son statut informatique, dont j'ai une capture d'écran, que cette personne m'a donné, m'a appelé pour me dire ça, que le statut vaccinal, c'était aucune vaccination en octobre 2021. Et il venait dire à tout le monde de le faire. C'est ça. Cool. Et lui, il disait, erreur de casting pour tous les soignants qui ne sont pas vaccinés. S'il vous plaît, dénoncez en gros, hein, c'est ce qu'il disait, les restaurants qui ne demandent pas le pass. Ah ouais, appel à la délation. Appel à la délation. Et maintenant, il est responsable dans un hôpital du Valais, en plus d'être conseiller aux États. C'était l'un de mes concurrents, entre guillemets, pendant ma deuxième tentative politique là, de 2023, pour lequel lui avait droit de participer au débat,
Mais moi et la personne qui était sur la liste avec moi n'ont pas été invités du tout, ni cités pendant les débats décisifs du Conseil des États, qui a donné lieu à une plainte, on en a parlé. Et peut-être je peux parler de la suite de cette plainte. Parce que cette plainte, on l'a portée, on l'a déposée contre la RTS, Radio-Télévision Suisse Romande, la télé publique suisse romande, qui a été condamnée par l'autorité indépendante d'examen des plaintes. C'est symbolique la condamnation, parce qu'ils n'ont rien à payer ou rien à vraiment rectifier. On a obtenu l'obligation pour la RTS de réparer le préjudice, sauf que la réparation de préjudice, ça a été une promesse de la RTS d'avoir bien passé le message, d'avoir changé ses directives, d'avoir informé son personnel. Et c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Okay. On passe au confessionnal, et après on s'en va. Et on dit que c'est OK. Donc les citoyens genevois qui n'ont pas su que je me présentais au Conseil des États ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a eu censure et violation du principe de représentation fidèle des événements par la télévision nationale, payée par nos impôts, et par la redevance télé, obligatoire. Tout va bien. Alors, pour les autres critères, les arguments qui ont été retenus contre toi, donc pour ton licenciement, il y avait quoi d'autre? Il y avait le fait d'avoir interviewé Stan Mayo, qui est un ex-gendarme qui dénonçait les réseaux pédocriminels, bien sûr, depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le fait d'avoir posté un courrier adressé aux parents d'élèves de primaire pour mettre le masque, pour que les enfants portent le masque. Je ne vois pas en quoi j'ai dérogé à un principe de je ne sais pas quoi. Il disait quoi, ce courrier? Il disait juste qu'il fallait mettre le masque parce que c'était une mesure efficace contre le Covid à l'école. Ça aurait dû aller dans le sens qu'ils espèrent. Mais je le dénonçais en le publiant, en disant je le publiais pour archives. Ah oui, d'accord. Je disais, mais je n'ai jamais insulté. Moi, j'ai pas le... C'est pas dans ma façon de faire d'insulter ou de spolier ou de lapider les gens. Mais j'aime bien montrer ce qui se passe simplement pour que les gens puissent faire leur choix en connaissance de cause. Il y avait aussi le fait que j'avais relayé le témoignage de 2 femmes juives qui comparaient les mesures Covid aux mesures qu'elles avaient connues pendant la Shoah. Oui, d'ailleurs, Vera Sharav qu'on a interviewé à Nexus. Dont Vera Sharav. C'était une des 2. Effectivement, c'était l'une des 2. Une des rescapées de la Shoah et qui a fait des parallèles. Oui. Elle a le droit. Elle a le droit, en tant que témoin de ce qu'elle a vécu, témoin direct. Le fait de le relayer ne fait pas de moi quelqu'un qui serait contre je ne sais quoi, d'ailleurs, les Juifs, alors qu'au contraire, je la soutiens. Oui. C'est quand même un comble. Juste pour la petite histoire aussi, ça je tiens peut-être y revenir, l'argument qui a permis à ID News de prétendre que je faisais des dérives antisémites, parce que c'est le dernier procès d'octobre que j'avais enfin réussi à débloquer, parce que toutes les plaintes en diffamation étaient classées par le procureur général, et c'est au recours que parfois, enfin cette fois-ci, ça avait marché, le recours avait marché, et j'avais pu faire ce procès contre 2 journalistes de ID News, dont le rédac-chef Serge Michel, qui me traite d'antisémite, qui dit que je fais des dérives antisémites, notamment sur la base de une gazette de 4 pages qui s'appelle L'hymne à la vie, et qui, à la toute fin, dans ses recommandations de lecture, dans un petit encadré qu'on ne voit pas, en tout cas que moi je n'avais pas vu, il y a le protocole des sages de Sion qui sont recommandés comme lecture. Que moi, je n'avais pas du tout focalisé mon regard sur ce genre de choses, puisque c'était le contenu du journal qui m'intéressait et non pas les conseils de lecture. Et donc, j'ai été accusée de propager, de faire la promotion du protocole des sages de Sion. Et encore, sur la page Wikipédia, cela figure, ma page Wikipédia, comme preuve que je ferais des dérives antisémites, alors que pendant l'un des recours justement qui a marché, pendant le recours qui a marché, il est bien précisé que ce genre de passage en tout petit qui n'implique pas et qui n'est pas l'essentiel du message et qui n'est pas ce sur quoi on focalise quand on regarde cette revue, ne permet en rien de dire que je serais antisémite ou que je propagerais des choses antisémites. Donc bon, manifestement, les médias, les journaux, les diffamateurs, les trolls n'ont pas lu, pourtant je l'ai diffusé, cette partie-là qui dément l'allégation qui m'est faite. Mais voilà, ce sont donc une série donc c'est sur mon site si vous voulez aller voir, chloéframery.ch, vous verrez les 9 chefs d'accusation, les 9 justifications qui ont permis
en toute impunité de Alors, me licencier. Est-ce que tu as un espoir d'enseigner à nouveau en Suisse? Moi, j'enseigne toujours, mais pas dans le Pas dans public. le public. Et pas dans une école non plus. Pour l'instant, c'est des cours privés, particuliers. des cours particuliers. Ça, t'as encore le droit. Et j'ai le droit, bien Heureusement. sûr. Et j'adore, je continue à adorer cet échange que j'ai avec les élèves. Notamment, j'ai une élève que je suis depuis les années 2020 et qui maintenant va être institutrice, veut enseigner dans des écoles. Tu as transmis le flambeau, plus ou moins. Ouais. Alors, justement, toi qui es enseignante en mathématiques, donc tu connais bien les mathématiques, j'imagine. Ce monde qui, justement, se drape des mathématiques partout. On mathématise tout dans ce monde, plus ou moins. Bon, même s'il y a des choses très illogiques. C'est pas vraiment des maths, je dirais. Non, mais tu vois, tout est numérisé, tout est un peu comptabilisé, tout est comparé, tout est comparaison dans le capitalisme, dans la croissance, le PIB. Tu vois, on est toujours face à des chiffres, à des statistiques, à des choses comme ça. Bon, les gens doués vont les manipuler pour nous montrer ce qu'ils veulent. Exactement. Voilà. Les bons mathématiciens ou les bons statisticiens. Les bons manipulateurs, les bons orateurs, plus que les statisticiens, parce que les vrais mathématiciens justement ne se font pas avoir. Parce que je pensais à Pierre Chaillot en statistique, qui lui va quand même retrouver le vrai du faux malgré la supercherie, la manipulation des chiffres. Mais justement, est-ce que tu as un chapitre sur le monde selon Klaus Schwab. Il y a quand même une logique là-dedans. Il y a quand même une structure de pensée, il y a quand même quelque chose d'assez cohérent, d'assez étudié, d'assez cohérent comme les maths finalement, d'assez scientifique. Je dirais que voilà, c'est de l'ingénierie sociale. On n'est pas dans des chiffres, dans la façon de mettre en place tout ça. C'est plus de la manipulation mentale, émotionnelle, psychologique qu'une véritable démonstration mathématique, parce que les chiffres ne sont jamais ceux qui sont intéressants. On n'a jamais comparé, par exemple, les maladies ou le degré de santé des vaccinés versus non vaccinés. Ouais. Ni en France. Ça n'a pas été fait. Alors que c'est simple de faire ça. Surtout qu'ils ont les statuts vaccinaux, en tout cas officiels, des gens. Donc on compare des choses... on compare même pas, en fait. J'ai l'impression que ces chiffres ont été présentés de façon absolue, alors qu'ils sont relatifs. Par exemple, on égrenait, comme je le dis dans la 4e de couverture, les nombres de morts chaque jour, sans les mettre en comparaison, en relation avec les morts habituelles du pays. Oui, on disait il y a eu 1200 morts aujourd'hui. Et en même temps, quand j'écoutais Pierre Chaillot, il disait bah oui, mais c'est le chiffre normal. C'est à peu près la logique. Bon. Et en Suisse, un mort du Covid versus 180 morts par jour. En Suisse, c'est 180 morts par jour. Avant les vaccinations, c'est 180. Maintenant, c'est plutôt 200. Et vous faisiez la même chose médiatiquement en Suisse, où tous les soirs, ils comptaient les morts? Absolument, oui. Donc c'était pareil. Ils énuméraient le nombre de morts étiquetés Covid. Et encore une fois, là, on a une arnaque, parce que... Oui. Et ça, c'est Ignacio Cassis, toujours lui, qui nous l'a dit en 2022, en janvier 2022, je crois, sur une télévision nationale allemande, suisse-allemande. Il disait que la façon de classer les morts Covid, c'était de faire le test sur les personnes qui sont mortes et de voir si le test est positif. Le test Drosten, le test qui ne teste rien, si on peut se ramener à ce que dit Pierre Chaillot, en fait, ce test n'a pas été étalonné, puisque le Covid n'a pas de critères précis et exclusif. Oui. Donc ce test ne teste rien et fait beaucoup de faux positifs ou négatifs, mais à partir du moment où il est positif, la personne qui est décédée est considérée comme morte, et c'est lui qui nous l'a rappelé. Il nous a dit ce sont les règles de l'OMS. Donc avec ce genre de traitement, il a même dit que les personnes qui étaient mortes dans un accident de voiture mais qui étaient testées positives étaient classées mort Covid. Donc effectivement, on peut gonfler facilement les chiffres avec des critères comme ceci. Et puis je rappelle aussi que le 11 mars, le jour où Tedros nous a annoncé la pandémie, dans le monde, il y avait 4300 personnes qui étaient mortes étiquetées Covid, ce qui est 0,00005% du nombre de morts sur une année normale, 56 millions ou 57 millions par an dans le monde. Donc c'est absolument infime. Ouais. Et on déclare, on tue l'économie mondiale, on met en place des mesures liberticides jamais vues pour ce genre de phénomène qui
qui est insignifiant, en tout cas au niveau des chiffres. Alors on prétend faire des maths, ça c'est pas des maths ça. Alors justement, c'est quoi leur vision derrière? Parce que ça doit être normalement les protecteurs de leur économie et du chiffre. Là, ils ont tué une partie de leur économie au profit de quand même de grosses boîtes hein, comme Amazon et d'autres qui se sont enrichis. Les se sont bien régalés. Quelle est leur vision du monde? Quelle est la vision, le monde, c'est ton chapitre, selon Klaus Schwab? Alors, ce que j'ai mis dans ce chapitre, ça n'est pas des projections ou des impressions, des intuitions sur ce que pense Klaus Schwab. J'ai mis ce que j'avais lu de ses livres et également de ce qui est répertorié sur l'agenda 2030, sur le pass carbone, sur la monnaie numérique des banques centrales et sur ce qu'il a dit durant ces années Covid et depuis 2020. Parce qu'avant, il faut avouer, je ne le connaissais pas, moi, Klaus Schwab. Je l'ai découvert avec le Great Reset et avec la 4e révolution industrielle. Et je constate que les points vers lesquels Klaus Schwab et ses affiliés convergent sont toujours les mêmes, à savoir le monde digital, numérique, la surveillance, la coopération mondiale, la coercition, le contrôle. Et on peut le mettre dans tous les sens. Décidément, le chat est persistant. On en revient toujours à ce modèle de société qu'il nous présente. En accélérant les choses avec le Covid, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'était en juin 2020, cette pandémie présente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réinventer, réinitialiser le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il était d'ailleurs avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres à ce moment-là, avec le prince Charles, enfin le prince Charles à l'époque, maintenant roi, et avec d'autres têtes du WEF, Christine Lagarde et autres. Bref, donc c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous écrit, qu'il veut digitaliser le monde et que sa 4e révolution industrielle, il la voit comme une fusion de l'identité numérique, biologique et physique. Ça, il le dit depuis 2016. 2016, c'était le moment où il a écrit le premier livre sur la 4e révolution industrielle. Il en a écrit 2. Et dans cet entretien, que je cite d'ailleurs dans le livre, avec Darius Rochebin, qui est aujourd'hui chez LCI, mais qui était le journaliste phare, le présentateur phare de la RTS, la fameuse RTS, encore une fois, il avait reçu Klaus Schwab en janvier 2016, je crois que c'était le 10 janvier 2016, dans laquelle, vous savez, il y a le fameux « il ne faut pas avoir peur » de Klaus Schwab quand il disait que tout sera transparent, que notre vie privée sera transparente, il ne faut pas avoir peur de ça. Et il parlait à ce moment-là des wearables, donc des capteurs ou des choses, comme des puces ou des implants qui sont portables sur les habits pour détecter un petit peu nos habitudes, et que ce soit ensuite implanté dans le cerveau. Et que c'était tout à fait intéressant de mettre ça en place. Il le disait, comme moi je te parle de la pluie et du beau temps, en 2016. Et après, c'est nous qui sommes traités de complotistes. Il a aussi écrit un livre sur l'Internet des corps, Klaus Schwab, dans lequel il détaille le rôle de ces implants, de ces puces qu'on aurait sur nos corps, dans nos corps, pour réguler notre vie de tous les jours, pour ouvrir notre porte du garage ou autre. Donc tout ça, c'est des choses qui sont complètement réelles et complètement factuelles, matérielles, vérifiables. Donc voilà, c'est de ça que je parle dans ce chapitre, Le Monde selon Klaus Schwab. Et je parle à la fin aussi du Nouvel Ordre Mondial, qui est une doctrine qui ne date pas d'hier, hein, qui a été annoncée publiquement par de nombreux chefs d'État, dont Macron également. Hein. Macron, il y a eu Sarkozy avant lui. Il y a eu George Bush père, il y en a eu d'autres. Et bien qu'il s'en défende, Jacques Attali, même s'il n'est pas président, il a quand même une influence certaine. Il a eu une influence certaine depuis 40 ans auprès de ses chefs d'État. Donc voilà, c'est tout ce que je donne comme info dans ce livre. Et surtout, moi, ce que j'ai tenu à faire, c'est de mettre les références qui sont accessibles dans le livre. Et les liens sont cliquables sur le site sur lequel vous pouvez obtenir ou commander ce livre. Donc c'est lasuisseaucoeur.ch. Et vous avez un endroit, donc vous cliquez, vous avez tous les numéros des références. Il y a 598 références, ou 16, je ne sais plus. Ça, les gens presque 600. Vérifier par eux-mêmes. Et vous allez cliquer, et si le lien ne marche pas, vous avez les fichiers PDF et vous avez les vidéos qui sont enregistrées. C'est un vrai boulot. Vraiment, vous avez tout pour vérifier. C'est carré, c'est mathématique. J'ai essayé. C'est du A plus B égale C. Exactement. Alors justement, ce C, on va où? Mais ce C, moi je suis pas médium. Hein. Alors tu mets ton monde idéal en dernier chapitre. J'imagine qu'il est assez opposé à celui de Klaus Schwab. Ouais. Y a quoi dans ce monde idéal? Il n'y a pas de directive matérielle et concrète de comment on va mettre en place nos lieux et
et nos façons de résister à l'oppression, mais il y a surtout un état d'esprit. C'est ça, je milite vraiment pour un état d'esprit dans lequel la joie et le courage sont maîtres et où on ne se laisse pas intimider, pas impressionner, pas manipuler. Et je l'adresse aussi ce message à la résistance parce que souvent, trop souvent à mon goût, les résistants, tout autant que les gens qui sont dans la matrice, entre guillemets, suivent des beaux parleurs, des gens qui ont du charisme, des gens qui sont exposés, des gens qui sont publics, sans vraiment questionner le bien fondé de ce qu'ils disent ou de vérifier leurs sources ou vérifier ce qu'ils disent. Moi, je prône vraiment l'autonomie et l'indépendance de pensée, l'émancipation réelle, c'est-à-dire on pense par nous-mêmes, on ne se laisse pas guider par quelqu'un, quel qu'il soit, et puis de la même façon, quelqu'un qui dit quelque chose de juste ou d'intéressant, c'est pas pour autant que toute sa pensée, toutes ses recherches, toutes ses analyses sont 100% géniales. On peut être d'accord sur certains points, pas d'accord sur d'autres, et c'est pas grave. Mais simplement, restons souverains à l'intérieur de nous et ayons confiance en nous. Et moi, c'est ce que je prône aussi, c'est de se connaître. Pas avoir peur de se regarder dans le miroir, ce que j'aime pas. Mes zones d'ombre, mes zones de lumière. Et évidemment, on a tous des zones d'ombre aussi. Des choses qu'on aime moins, des choses qu'on n'aime pas chez soi. Mais se connaître, c'est aussi empêcher en fait que des gens extérieurs nous redéfinissent et nous déstabilisent sur qui on est. Alors certes, on se remet en question tout le temps, et c'est heureusement, et ça c'est ce qui fait le propre de l'humain, et il faut garder la remise en question. Moi, je l'ai quasiment tout le temps. Mais sachons aussi qui on est au fond, quelles sont nos valeurs profondes. Et n'ayons pas peur de qui on est pour ensuite, quand on s'expose, ne pas trop être déstabilisé, détruit par des personnes qui nous veulent du mal ou qui veulent nous effacer du game, quoi. Comme c'est le rôle des trolls de le faire, j'imagine, parce que je pense que toi comme moi, on est traqués sur tous nos réseaux. Plus de 51% du trafic Internet mondial est dû à des bots. Ah, c'est intéressant. C'est une statistique officielle. C'est sorti là il y a quelques semaines, quelques mois. C'est officiel. Hein. C'est sur vrai. Quel je sais plus. J'avais partagé dans une émission Nexus refait l'actu. J'avais mis la source. C'était une source officielle. Plus de 50%. Donc, plus de la moitié du trafic Internet écrit sur Internet. Tout type de trafic est généré par des bots. Alors ça peut être des trafics d'argent aussi, de la monnaie ou bien. Alors trafic, c'est-à-dire échange de données. Mais les données, elles peuvent être numériques aussi. Ça peut être, c'est pas forcément des mots. Génération de textes, d'images, etc. Enfin, je sais plus. Tu sais pas le détail, mais en tout cas, c'est intéressant. Ça voulait dire quand même que le volume d'Internet dans sa globalité est à plus de la moitié généré par des ordinateurs. Et aujourd'hui, on sait à quel point il y a des États qui achètent et fabriquent des bots pour faire du trolling. Donc parfois, voilà. J'imagine qu'on a pu débattre avec des machines en essayant d'argumenter sans le savoir. Et je dis aux gens, attention à ne pas trop vous énerver. Ne vous dépensez pas sur les réseaux sociaux. Là-dedans. Voilà, ça ne vaut pas le coup. C'est un vampire d'énergie. Moi, je passe pas mon temps à répondre aux insultes. Je donne parfois une réponse avec une source, et puis après, débrouillez-vous, quoi. Exactement. On n'est plus obligé de prouver. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir. En tout cas, ouais, bien sûr, parce qu'on se dit c'est pas possible, c'est injuste. Surtout en tant que mathématicienne. C'est ça. Quand je te dis 1 + 1 = 3, tu vas me dire non, attends. Je vais montrer quand même qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur parfois de se dire que tu peux montrer par A plus B. C'est pas le problème. C'est pas ça qui les intéresse. Parce qu'il y a un déni psychologique. Il faut salir et c'est tout. Et d'autres veulent que salir. Non, parce que je fais la distinction entre les gens qui font le déni de réalité. Qui sont dans leur bonne foi. Leur bonne foi, mais en déni. Et ceux qui sont vraiment là pour salir. Et pour salir, ouais. Parfois, il vaut mieux ne pas essayer de convaincre. Ouais. C'est comme alors ça, de toute façon, je dirais même dans tous les cas, ne pas essayer de convaincre. Hein. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois, mais Pierre Vaudot, que je cite en hommage, qui est mort en 2017, qui dénonçait les réseaux pédos, me disait souvent l'exemplarité n'est pas une manière de convaincre, c'est la seule. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire la morale, de dire ce que tu dois faire. C'est fais, toi. Et puis, si les gens trouvent que c'est intéressant, ils feront peut-être la même chose ou ils s'en approcheront et montrent l'exemple, en fait. C'est vrai. C'est comme des parents avec un enfant.
Oui. Ils peuvent lui dire mais arrête de crier, tout en criant de tous leurs poumons. L'enfant, qu'est-ce qu'il retient? Il faut crier pour se faire entendre. Et Ou alors, coup, il va répéter la chose. S'ils disent arrête de te mettre sur les écrans alors qu'eux sont sur leur smartphone. Exactement. Qu'est-ce que tu lisez veux que des les gamins livres retiennent? et qu'ils puissent s'en inspirer. Voilà. C'est vrai que c'est là l'exemple normalement est le meilleur des arguments. C'est pas évident, Effectivement. mais il faut se le rappeler. Et puis rester serein, ça c'est vraiment tout ce que j'ai appris durant ces années. Face aux mensonges qui sont dits publiquement sur moi, répétés et qui me causent un licenciement et des condamnations. T'en as pris pour ton grade quand même. Oui, on peut le Ces dire. dernières années. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage de Chloé Framery, La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020, en auto-édition. Donc on peut trouver pour l'instant. Il y a une deuxième édition, il y a une autre édition, une deuxième édition qui aura lieu en novembre 2025 avec Résurgence, qui aura un autre titre, mais je vous dis pas tout, et qui sera j'espère dans les librairies, en tout cas celles qui ne censurent pas. Celle-ci, en tout cas, c'est la version collector, c'est celle que j'ai faite pratiquement toute seule et qu'on peut se procurer sur mon site. Sur chloéframery.ch. Et aussi sur lasuissaucoeur.ch, qui est la page de commande directe. Alors n'hésitez pas, c'est une compilation de tout ton parcours, des anecdotes et aussi... C'est des blagues aussi, c'est des choses qui sont dites à la légère pour rigoler quand même. Et beaucoup d'informations. Et beaucoup d'infos. Quand même sur la réalité de cette Suisse qui pas que la Suisse, mais effectivement. Genève, ouais. Donc toutes ces entités dont on a parlé ensemble. En tout cas, merci infiniment Chloé d'être venue pour parler de ton ouvrage. On te recevra pour le prochain, en tout cas j'espère, la prochaine édition. Moi, volontiers. Mais... J'aime bien parler de ce qui se passe en dehors de nos frontières, parler un peu de la Suisse. Merci beaucoup. Donc, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour cet accueil. Et on te retrouve le 5, le 5 septembre si vous voulez être parmi nous pour voir Chloé et bien d'autres. Il y aura tous les médias partenaires que vous aimez, des personnalités que vous suivez, que vous adorez, et des surprises. N'hésitez pas à prendre votre billet, ça part très vite, donc cliquez sur le lien en description. C'est pas très cher, on a fait un prix vraiment plancher pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir. Le lieu est mythique et magistral, c'est le théâtre du Gymnase, le théâtre où se produisait déjà Coluche, où la liberté d'expression pouvait encore s'exercer à l'époque. Il y avait le Luron, il y a eu Jean Cocteau, c'est quand même un théâtre où les planches ont été foulées par les plus grands, donc on va arriver en catimini tout petit, parce qu'on n'est pas à cette hauteur, mais quand même on va essayer de faire perdurer cet esprit. Vous êtes à cette hauteur, bien sûr, vous êtes à cette hauteur. En tout cas, on va respecter le lieu et cet état d'esprit parce que pour nous, il compte. Donc, je pense que la soirée sera vraiment magistrale. Et bien évidemment, si vous voulez nous soutenir, le magazine Nexus, magazine sans publicité et sans subvention, disponible en kiosque et aussi en Suisse. Dans bien quelques sûr, kiosques, comme tu l'as rappelé, très bien. On a des mails de Suisse qui nous témoignent. Dans les kiosques suisses, c'est dans les bureaux de tabac, on peut le voir, bien sûr. Donc ça, c'est une fierté aussi pour nous d'être en dehors de l'espace français, en Belgique aussi, au Canada, dans d'autres pays. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. En tout cas, merci infiniment Chloé. Merci Marc. Et on se voit bientôt. On se revoit le 5. Évidemment. Merci à tous, très bonne soirée et à bientôt.